Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, ce mois-ci, comme vous pouvez le voir, la miniature c'est l'avatar de Sto. Sto qui est une hackeuse de l'équipe CTF braqueuse et qui fait également, comme on peut le voir, du bug bounty. Et donc pourquoi elle illustre cette vidéo, parce que elle a trouvé donc un bug bounty, des injections SQL encore fin 2014, décembre 2014, alors que c'est quand même de plus en plus rare aujourd'hui de trouver des injections SQL, surtout moi j'ai pas mal de clients matures on va dire, donc du coup j'ai rarement l'occasion de trouver des injections SQL, mais ça existe encore, et pour preuve on va revenir sur une machine out the box, ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait une machine out the box, et on va compromettre la machine Unrested qui exploite une injection SQL sur une application bien connue puisque c'est l'application Zabbix. Mais avant, comme chaque mois, on va d'abord faire une petite minute de frime. Donc la minute frime ce mois-ci, c'est que je suis passé 13e mondial sur Wichal. Wichal, le site qui agrège les scores de tous ces sites de challenge de hacking, qui comprennent notamment RootMe qui est ici, ou encore Hack the Box, que je vois pas s'il est là. Et donc je passe devant le premier hacker polonais, Yashur, dans le classement. Voilà pour la minute frime. Et ensuite on a une minute relou ce mois-ci. Donc je vais reparler d'un sujet dont j'ai déjà parlé, à savoir le fait que le pentest automatique n'existe pas. C'est un scan de vulnérabilité. Et pourquoi j'en reparle? Parce que j'ai assisté à une présentation d'une start-up qui a réussi à trouver des fonds pour faire un produit qui permettrait de faire du pentest automatique, un produit qui serait en plus validé par des pentesters et des pentesteuses, ce qui me paraît très surprenant, puisqu'en fait quand on fait du pentest, on voit bien que le produit n'est pas, en tout cas moi ne me semble pas une bonne idée. Et c'est pour ça que je remets une couche ce mois-ci, puisque il y a quand même apparemment pas mal de gens dans le monde de la cyber qui connaissent mal le pentest et qui pensent qu'on peut faire du pentest automatique. Alors, sans parler IA, je me concentre sur les arguments qui font que selon moi le produit de cette start-up en question, que je vais pas nommer puisque le but c'est pas de faire du name and shame, mais c'est de montrer que c'est important qu'il y ait quand même de la critique dans le monde de la cybersécurité, parce que si tout le monde dit oui à tout, et ben ça fait perdre du temps à toutes et tous. Donc là, pourquoi selon moi c'est une mauvaise idée le produit de cette startup? Alors déjà, donc quand on fait du pentest, on automatise. Vous savez bien, on fait des scripts pour ne pas avoir à... On est des flemmards, donc moins on a de choses à faire, plus on est content. Mais souvent, pour savoir quel est la prochain scan, prochain outil qu'on va utiliser, on a besoin des sorties du précédent outil. Et c'est tellement différent à chaque audit que ça me paraît très complexe à automatiser. Puisque en fait chaque sortie de commande précédente peut engendrer une pléthore de commandes différentes pour la prochaine étape. Le deuxième argument qui me semble peut-être le plus important, c'est le fait que donc, le produit en question rajoute une couche. Donc c'est un espèce de produit qui fait des workflows de pentest. Et en fait, rajouter une couche, c'est complexe dans le sens où, vous savez bien, quand on fait du pentest, il y a un paquet d'outils qu'on utilise qui sont déjà très nombreux et qui sont très fluctuants, on va dire, donc qui ont souvent des erreurs pour de multiples raisons quand on les exécute. Du coup, là, le fait de mettre une surcouche, ça va rajouter de la complexification. Quand on aura une erreur, il faudra trouver si l'erreur vient de la surcouche ajoutée ou si elle vient de l'outil utilisé en lui-même. Ensuite, l'outil en question permettrait de faire du rejet de workflow.
donc en faisant une suite de commandes pour valider ou pas qu'une correction de vulnérabilité soit faite. Et là pareil, malheureusement, si c'était aussi simple qu'un simple rejeu de quelques commandes pour valider la correction d'une vulnérabilité, effectivement, ça permettrait de faire gagner du temps à l'entreprise, mais malheureusement, si on veut vérifier de manière efficace, à savoir que le correctif n'engendre pas d'autres problématiques, en général c'est quand même plus efficace de mettre un humain pour être sûr que la correction corrige la vulnérabilité sans qu'elle soit contournable ou qu'elle en crée d'autres. Et enfin, donc l'outil en question permet de faire de la génération de rapports automatiques, et ça pour le coup il y a déjà PwnDoc en open source qui existe, donc pourquoi facturer un truc qui est gratuit, bon ça c'est classique dans le monde de la cyber. Voilà pour la minute relou. Donc faites bien attention, quand on vend du pentest automatique, en général c'est plus une idée du marketing qu'une idée de quelqu'un qui connaît comment fonctionne un pentest. Allez, on passe sur la machine Unrested, puisque un reste de salade entre les dents nous déconcentre sur cette machine qui est de décembre, si je dis pas de bêtises, et assez récente. C'est ça, 5 décembre 2024. Et si je dis pas de bêtises, elle était... bon, elle est bien notée, mais elle n'a pas été des masses validée. Si on regarde ici, on voit qu'il n'y a que 400 pawns, et je crois que c'est parce qu'elle était hors... elle n'était pas dans la compétition, quoi. Hors compétition, c'était... ils font des fois des machines out of bound comme ça, avec the box, plus pour parler de la vulnérabilité en question. Donc là, il nous donne carrément les CVE qui vont concerner cette machine. Il y en a deux. Il y en a une qui va pas nous servir dans le contexte. Elle permet de faire de la privesc vers SuperAdmin, si je dis pas de bêtises, de Zabbix, mais ce sera inutile pour compromettre la machine. On va se focaliser sur la 42327. Mais ignorons ce texte, faisons comme si on était en mode Aventurous, c'est-à-dire qu'on a zéro information à part le login mot de passe fourni en input. Donc c'est assez fréquent aujourd'hui en des intrusions d'avoir un login mot de passe quand on est en greybox. Et donc là l'hypothèse c'est que soit ce compte a été compromis, soit la personne qui légitimement possède ce compte a des intentions malveillantes. Alors allons-y. Connectons-nous sur cette machine. Je lance Firefox. Je vais sur l'IP qui renvoie sur Zabbix, donc la reconnaissance est relativement simple pour trouver que c'est du Zabbix. Et j'en profite pour rappeler que Zabbix c'est quoi? C'est un logiciel libre permettant de surveiller l'état de divers services réseau, serveurs et autres matériels réseau, et qui produit des graphiques dynamiques de consommation de ressources. En gros, ça fait de la supervision de réseau, quoi. Donc je me connecte, le login c'est Matthew, le mot de passe est un peu plus complexe, je vais le copier-coller, ça sera plus simple. Voilà, donc on tombe sur l'interface de Zabbix, on voit en bas que c'est Zabbix 700, donc on cherche, faisons comme si on ne connaissait pas la vulne qui est déjà fournie par Hackthebox. Hop. On cherche sur DuckDuckGo, et on voit que si on oublie le premier résultat qui est sur la box en question, on voit qu'effectivement ça renvoie facilement sur la 2024 42327 qui est la vulnérabilité qui nous intéresse. Donc si on va voir la vulnérabilité sur le site du NIST, la CVE, on a 3 lignes de description. Donc ça dit que un compte utilisateur non admin sur Zabbix avec le rôle par défaut ou un rôle qui permet d'avoir accès à l'API peut exploiter une injection SQL sur la fonction add-related-object. Donc tout ça on va en reparler. Donc je fais juste un petit écart. Donc injection SQL on en a déjà parlé, hein. L'idée c'est de
que l'application ne parse pas bien comme il faut, donc n'assainit pas les entrées utilisateurs, et qu'on peut donc injecter du code SQL qui sera interprété donc côté serveur. Et donc sur cette machine on peut facilement découvrir la vulnérabilité en blind SQL injection, donc en injection à l'aveugle, mais on peut aussi, si on regarde attentivement le code, le faire en classique, hein, pas à l'aveugle, mais en récupérant la sortie. C'est ce qu'on va faire ici. Dans un premier temps, il faut un prérequis pour pouvoir exploiter cette CVE. Et le prérequis, c'est d'avoir accès à l'API. Donc on va déjà vérifier qu'on a bien accès à l'API. Pour cela, il faut lire la doc de l'API Zabbix, qui est assez complexe. Enfin, Zabbix au sens large, c'est quand même une usine à gaz, mais qui est par contre une cible très intéressante, parce que une fois qu'on a compromis Zabbix, potentiellement on peut exécuter du code sur toutes les machines monitorées par Zabbix. Donc c'est particulièrement intéressant. Alors, donc quand on lit cette doc, on va récupérer les requêtes ici qui vont bien, pour valider qu'on a accès ou pas à l'API, parce que si on n'a pas accès, on ne pourra pas exploiter la CVE. Donc je fais cette requête, donc avec le login Mathieu et le mot de passe qui est fourni, et on voit que ça me génère bien un jeton, donc c'est bon, le compte Mathieu a bien les droits sur l'API, donc on remplit le prérequis d'accès à l'API. Ensuite, on va analyser un peu le code. Donc c'est fourni au niveau du descriptif de la CVE que ça se joue au niveau de la fonction CUser. Donc comme Zabbix est un produit open source, on a accès au code source. Et donc si on cherche dans le CUsers.php, on voit la fonction get dont parle donc la CVE ici. CUsers get function. C'est tout ça, elle est assez longue, hein, elle fait plusieurs centaines de lignes. Donc dans ces plusieurs centaines de lignes, on va se focaliser sur quelques lignes plus intéressantes, et on s'y focalise juste en regardant toujours dans le descriptif de la CVE. On voit que ça parle de la fonction addRelatedObject, et donc si je vais sur la ligne 233 à 235, voilà, on voit que le addRelatedObject il est ici. Donc c'est à ce niveau-là que se joue l'injection SQL. Et on peut aussi regarder, si on voit un peu plus haut ici le dbSelect, si on veut creuser ce qui se passe au niveau du dbSelect, qui est là où la requête est jouée. Et bien ça se joue ligne 3046, on est toujours dans CUsers.php. On voit ici le dbSelect qui nous intéresse, et qui donc est au niveau du select role. Donc tout ça on va le détailler un peu, puisqu'en fait si on veut pouvoir faire une injection SQL sans être à l'aveugle, il va falloir un peu comprendre tout ça. Donc dans un premier temps je lance burp, je crois que je l'ai déjà fait, oui c'est ça, il est ici. Et la même requête, enfin je rejoue la requête qu'on a faite pour vérifier l'API, celle-ci, mais je la fais passer par burp en rajoutant proxy insecure, on l'a déjà fait plein de fois. Et comme ça je vais pouvoir prendre la requête et l'envoyer dans burp repeater, avec CTRL R pour l'envoyer dans burp repeater et CTRL SHIFT R pour aller sur burp repeater. Et burp repeater, pour rappel, hein, c'est une petite burp qui permet de jouer à l'infini une requête en la modifiant comme on veut, et ça va, que ce soit d'ailleurs une requête HTTP ou WebSocket, hein, pour rappel. Donc si je rejoue cette requête, donc là c'était pour valider qu'on avait bien accès à l'API, ça génère bien un jeton pour accéder à l'API, ça c'est cool. Maintenant, si on essaie de comprendre un peu, si on prend un peu au hasard d'ailleurs une des méthodes de l'API, ici dashboard_get, on voit vite que on n'a pas accès, donc il y a plein de fonctions, enfin plein de méthodes de l'API qui sont pas accessibles puisqu'il faut être authentifié, et donc pour s'authentifier il faut un
authorization bearer, et on va mettre un des jetons qu'on a obtenu avec le compte Matthew, pour valider que quand on est connecté en tant que Matthew, c'est bon, on a bien accès à par exemple la méthode dashboard_get. Ok, donc on va pouvoir jouer à l'API avec l'API en étant authentifié. Donc maintenant, creusons cette injection SQL. Donc l'injection SQL se joue au niveau du select role, on l'a déjà dit. Donc première chose, quand on veut valider qu'on est bien effectif au niveau de l'injection SQL, c'est injecter un simple quote, donc un apostrophe en français. Donc si je prends cette requête, hop, et que je la joue, donc en gros le select role ici, je mets mon simple quote, on voit que ça plante pas l'application, il n'y a pas d'erreur 500, c'est bien géré. Donc il va falloir lire le code pour comprendre pourquoi on peut pas simplement ajouter, en gros agir sur la requête SQL à ce niveau-là. Et ça se joue ici, ligne 107 de toujours le même fichier. Il y a un permission check qui est fait, et donc si on n'est pas super admin, ce qui est notre cas, derrière, s'il n'y a pas l'option editable, et ben on voit qu'on est shooté. Donc si on veut pouvoir agir sur le paramètre, j'aurais dû le mettre à côté d'ailleurs, le paramètre select role, eh bien il va falloir ajouter editable. Ça c'est fastoche, hein. C'est juste ajouter un paramètre. Faisons-le. Tac. Donc je remplace, j'aurais pu le faire d'ailleurs à la main, moi je fais juste du copier-coller parce que j'ai la flemme. Donc là j'ai juste rajouté editable, hein. Si on revient à la requête d'avant, ici il n'y avait pas editable, ici j'ajoute editable 1, et on voit que ce coup-ci ça renvoie 500, donc là on agit bien sur la requête SQL, on la casse, parfait. Donc prochaine étape, on va vouloir injecter du code SQL sans casser la requête, donc j'enlève ce simple quote, je le remplace par name, et on voit que ça renvoie bien les informations concernant mon compte utilisateur Matthew Smith. Donc là, pour faire un petit retour arrière, j'ai remplacé le simple quote de select role par simplement la valeur name. Donc on sait comment modifier la requête sans la casser. Pour que ce soit plus simple, si on regarde la doc API que j'ai déjà fermée, que j'avais ouverte tout à l'heure, on peut voir qu'il y a un paramètre qui va être utile pour jouer avec cette injection SQL, qui est le paramètre output. Donc ici, si je l'ajoute, on voit que la sortie est beaucoup plus petite. Donc ici, j'ai simplement rajouté le paramètre output à mes différents paramètres. Et ça va être plus clair pour l'exploitation. Donc là, on voit bien que je sélecte le rôle et ça m'affiche le rôle en question. Ici, user role. Ça l'affiche uniquement pour l'user ID 3 parce que, si on revient sur la requête, on voit bien qu'il y a where user role ID égale role ID 1, donc il n'y a qu'un seul rôle qui est affiché. Et l'user ID, il est ici un select user ID, enfin user ID. Alors, et ce qu'il va falloir comprendre aussi, c'est le include. Donc, ce que je vais faire. Donc l'idée c'est que là on ne veut pas le faire à l'aveugle, on veut pouvoir jouer avec la sortie. Donc pour jouer avec cette sortie, il va falloir mettre les bonnes options au niveau du select role. Et en fait là on voit que le select role derrière il y a quoi? Il y a un .r point implode. C'est du PHP, hein, je rappelle. Donc implode en PHP ça veut dire ça implose, je sais pas comment dire en français. Donc ça va affecter. On va peut-être prendre un notepad là ou un éditeur de texte, mousepad sur Linux, pour expliquer un peu ça, sinon ça va être galère.
Donc admettons, ce qui m'intéresse, c'est je veux passer rôle 1, rôle 2 par exemple. Donc pour passer rôle 1, rôle 2, donc ça c'est mes paramètres JSON, mais dans la requête derrière, la requête elle va faire quoi? Elle va faire quelque chose comme ça. Donc user ID 1. Alors pourquoi elle va faire quelque chose comme ça? Parce qu'on a justement le implode virgule R point. Donc là du coup le rôle 1 il est mis après virgule R point rôle 1 et rôle 2 pareil. Voilà. Et donc le problème c'est que ici si j'injecte rôle 1, rôle 2, finalement comme il y a un filtre sur rôle ID et user ID in, et bien du coup ça va afficher que ce qui est sélectionné par ce filtre. Donc l'idée c'est que si au lieu de injecter rôle 1, rôle 2, j'injecte quelque chose comme ça, où je mets un seul filtre, donc le rôle ID, et après je shoot la suite avec point virgule, tiré tiré, espace tiré, qui est donc pour mettre fin à une requête, enfin pour mettre en paramètre toute la suite en gros d'une requête SQL. Et ben ça va potentiellement marcher. Alors je la joue pour montrer que ça marche et après bon, on va essayer de comprendre ça en détail. Donc si je fais ça, donc je mets bien le name from, ah ouais ici j'ai mis le name en plus, hop, hop, et je joue ça, oui, on va voir. Donc là ça marche dans le sens où il n'y a plus juste user role, mais on a bien tous les rôles qui sont affichés, user role, super admin role, guest role. Comment ça se fait? Bah, c'est simplement que on a shooté la suite, on a viré le filtre qu'il y a derrière en fait. Si je reprends ça, la requête elle ressemble à ça en fait. Donc on a le select user ID, R. Ici ça ajoute ce qu'on a mis, donc point .name cette ligne là. Ici j'ai un R qui traîne, qui devrait pas rester comme ça. Et donc la requête, si on la remet comme il faut, elle fait ça. Donc elle fait select user ID R.name from user u role R where user ID machin, et tout le reste ça saute. Donc il n'y a plus le filtre sur user ID in user ID. Ce qui fait que du coup effectivement on a bien les différents rôles qui sont affichés quand on a fait rôle R. Je sais pas si c'est très clair, mais on va avancer. Donc maintenant qu'on a fait ça, nous on va vouloir jouer des requêtes. On ne veut pas simplement afficher les rôles, on veut faire des requêtes un peu plus en profondeur. Donc là, si je fais ça, donc là la différence par rapport à la précédente, c'est qu'au lieu de mettre name from user, ici je fais name virgule 1 from user. On voit bien que ça m'affiche donc name, ce qui m'intéresse, enfin ce qui m'intéressait plutôt les rôles, et ensuite ça m'affiche 1 puisque je fais juste select 1 ça renvoie 1. Ok, donc ça c'est juste pour voir qu'on peut faire un paramètre de plus. Et du coup, si on creuse encore en profondeur, je peux peut-être remplacer ce 1 par une requête. Donc si je remplace par select 2, ici je reviens, le 1 name virgule 1, je remplace le 1 par select 2, et là ça m'affiche bien select 2, 2. Donc je peux bien faire une sous-requête dans la requête SQL, ça passe. Le truc c'est que la sous-requête doit renvoyer qu'une valeur, hein. Ici c'est 2, mais du coup nous ce qu'on veut afficher c'est potentiellement plusieurs valeurs, donc on va utiliser le classique dans les injections SQL, à savoir le groupe concat. Donc groupe concat, ça va permettre de concaténer la sortie. Donc si ici je fais genre select group contact username from user, from users, blablabla. Donc en gros, dans ma sous-requête, je concatène username. Du coup, en fait, tous les usernames sortent concaténés dans la sortie. Donc on voit qu'il y a 3 usernames, donc il y a admin, guest et Mathieu.
moi j'ai Matthew, guest, on imagine qu'on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est l'admin. Donc comme on a, là j'ai pris comme hypothèse que c'est MySQL, hein, ça aurait pu être potentiellement une autre base de données, mais vu qu'on a fait un groupe Concat qui a fonctionné, on peut dire que c'est bien une base MySQL. On aurait pu faire des méthodes autres, hein, pour valider ça en amont, mais on peut valider en tout cas la version, et comme ça on est sûr que c'est du MySQL au passage, mais ça du coup c'est déjà sûr. Et donc là je fais juste, je remplace ma sous-requête par @version, et ça m'affiche bien la version de MySQL. Donc on est sur du 10.11.10 MariaDB, sur du Ubuntu. Ok, donc on est capable de faire une injection en affichant la sortie. Maintenant, on veut faire une RCE. Hein. Le but du jeu, comme toujours, hein, c'est de prendre le contrôle du serveur. Et donc pour faire une RCE, on va pouvoir abuser une API qui s'appelle ItemCreate. Donc ça, pour le trouver, il y a plusieurs méthodes, hein. En tout cas il y a des gens qui ont déjà cherché le sujet. Et il y a notamment ce script. Il y a plusieurs scripts là sur cette repo GitHub, on va dire orienté offensif sur du Zabbix. Et on voit que ce script là, il crée un shell en Linux, et il crée un shell en Linux en utilisant l'API avec donc tous ces paramètres à mettre, et ça utilise donc bien item.create. Donc on va utiliser la même méthode pour obtenir une RCE. Le truc c'est que pour pouvoir faire ça, il faut être admin. Pas forcément super admin, mais au moins admin. Donc comme on l'a vu, hein, dans notre requête précédente, il y a bien un utilisateur admin. Et donc pour pouvoir être admin, il va falloir, le plus simple a priori en tout cas, ça semble être d'aller récupérer le jeton de session de cet admin. Donc pour cela, comme on a compris comment injecter une requête et afficher la sortie, et ben je remplace l'affichage des utilisateurs par un select session ID from Zabbix session where user ID égale 1, puisqu'a priori c'est le premier des trois utilisateurs. Je shoot, et parfait, ça nous affiche un jeton. Il ne reste plus qu'à valider que ce jeton est bien un jeton avec des droits d'administration. Donc pour cela, je fais un CTRL R. Donc, je vais garder la première requête qui est connectée en tant que, je vais l'appeler Matthew. Et ici, on va essayer de voir si ce jeton a des droits d'administration. Donc je remplace le jeton de Matthew par ce jeton, et on va utiliser user. Ah oui, non, d'accord. D'ailleurs, je pense qu'on va pas le faire comme ça, mais je vais volontairement faire une erreur là pour que ce soit un peu plus pédagogique. Donc ici, je utilise user check authentication pour valider que ce jeton est bien admin. Et là, du coup, il dit attention, pour utiliser cette méthode, il ne faut pas avoir d'autorization bearer, donc je l'enlève. C'est une erreur de ma part, puisqu'on met déjà le session ID en paramètre dans check authentication. Et on voit bien que ce jeton a bien des droits d'administration. Donc c'est parfait, on va pouvoir l'utiliser pour effectuer la RCE. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, on cherche à faire une RCE. Je rappelle, on cherche à faire une RCE en utilisant, je vais le fermer, je suis pas sûr qu'on a encore besoin, en utilisant item.create. Et comme on voit, item.create, il faut pas mal d'arguments pour pouvoir l'utiliser. Il faut le host ID, il faut, ça le nom on s'en fout, mais n'importe quoi. Le case c'est la commande, donc ça on s'en fout. Ce qui nous intéresse, enfin ce qui est nécessaire aussi, c'est le interface ID ici. Donc pour récupérer ça, il va falloir effectuer une requête qui ressemble à ça. Tac, tac, tac.
Donc je fais un host get, host ID, host interface ID. Mais là on voit que ça renvoie rien. Pourquoi? Parce que j'ai le jeton Matthew. Et Matthew, on a vu qu'il n'a pas les droits d'administration. Donc ici, je vais faire... ici, c'est pas vraiment plus simple. Je vais plutôt faire CTRL R. Et prendre le jeton d'administration qu'on a mis ici. Et je le mets comme bearer ici. Et ici, du coup, on est admin. Donc là, on va plutôt l'appeler check authentication. Voilà, et donc en tant qu'admin, je prends, c'est bon, c'est la requête que j'ai mis, je la relance, et là ça passe, on a bien accès à l'host ID, qui est donc 10.084, et l'interface ID qui est simplement 1. Donc on a récupéré les valeurs dont on avait besoin pour utiliser item.create. Donc je vais faire un premier test sur une exécution de requête pour valider. On va faire un répertoire W, je lance un Python, on écoute sur port 80. L'idée c'est que je vais effectuer ici juste un curl pour valider qu'on arrive à exécuter du code. Donc je reviens sur ma jeton admin, la session admin avec un jeton de session admin. Et ici j'utilise donc la méthode itemCreate avec le host ID qu'on a récupéré ici, l'interface ID qu'on a récupéré là, delay je laisse 5 comme c'était sur ici, value type il y avait 4, je laisse pareil, type 0 je laisse pareil, je change juste la valeur key ici par un system run. Donc lui fait un système run nc machin chouette, et nous on va juste faire un curl déjà pour valider que ça passe. Alors je vérifie que j'ai la bonne IP, on peut le faire là, 10.10.16.9, curl 10.10.16.9, ça a l'air bon, allons-y. Ok, normalement c'est pas instantané, on voit que ça répond ok j'ai pris en compte ta demande, et normalement c'est relativement rapide quand même. Voilà, parfait, on a bien une requête vers le RCE, donc on a bien pu exécuter du code sur la cible. Je coupe ça, donc là par contre je sais pas bien pourquoi Zabbix il va rejouer ce code un certain nombre de fois, donc on va partir sur un autre port pour être sûr de ne pas se choper cette requête RCE, et on va partir sur le port 443 pour la récupération du reverse shell, parce que maintenant qu'on a validé qu'on peut exécuter du code, on va évidemment effectuer un reverse shell. Donc je prends la même commande, je remplace juste le curl par un bash-c bash-i, et j'envoie ça sur le port, pas 53, on va partir sur le 443, et let's go. Donc là il dit qu'il prend en compte ma requête, et ça passe, on a récupéré un reverse shell sur la cible. Donc c'était pas si simple à exploiter qu'on le fait à la main, évidemment il y a des scripts d'exploitation j'imagine hein, sur cette CVE qui sont plus simples à utiliser mais qui permettent de moins de comprendre ce qu'on fait. J'utilise le tricks habituel pour avoir un reverse shell propre. Je rappelle que le FG c'est pour foreground, hein, donc je mets ça en arrière-plan et la FG rappelle ce qui est en arrière-plan en premier plan. Comme ça je peux utiliser les tabulations sur mon reverse shell. La suite, on peut penser que c'est super rapide, parce qu'il suffit de faire un sudo moelle, on voit, oh là là, il y a du nmap qu'on peut exécuter en sudo moelle, easy. Donc on va sur le GTFO, avec nmap, et on n'a plus qu'à exécuter ça, et c'est gagné. Tac. Tac. Diantre. Script mode is disabled for security reason. Bon, ça va pas être si simple que ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on regarde de plus près le nmap en question. On voit que c'est pas un binaire mais que c'est un fichier ASCII, donc on affiche le contenu textuel.
Et on voit que c'est... bon là c'est plus pédagogique, hein, dans la vraie vie. En tout cas moi ça m'est jamais arrivé de rencontrer ça en audit. Mais là en tout cas le serveur connaît les méthodes, on va dire, qui permettent d'exécuter du code avec du Nmap. Et donc ils ont restreint ces méthodes pour éviter qu'on puisse utiliser Nmap pour exécuter du code en tant que route. Donc la limitation de privilèges, oui, je ne sais même pas les vérifier, mais là on tourne en tant que Zabbix, et si on va sur Home Zabbix, il n'y a pas de Home Zabbix. Je vais même pas les récupérer les flags, je sais même plus si on a déjà accès aux flags ou pas. Ah, c'est Mathieu. Si on a bien accès aux flags. Donc là on est bien user, hein, et on est en train de chercher à élever nos privilèges pour choper le flag route qui est ici. Ici, mais on n'y a pas encore accès. Ok, donc on voit que ce script empêche l'utilisation donc de --script, on allait utiliser ici. Il empêche aussi le --interactive, qui est une autre méthode pour exécuter du code. Et là on ne voit pas sur si file read, on voit qu'on peut faire un -il, et le -il est aussi interdit. Et le OG, je suis pas sûr qu'il soit si lié aussi. Bon, SUID, OG, et ça c'est bloqué aussi. Donc en gros, toutes les techniques présentes dans le GTFO sont bloquées par le script. Donc il va falloir chercher une technique qui n'est pas présente dans le GTFO. Donc il y a plusieurs solutions là-dessus. Moi je vais pas utiliser la solution officielle. Je sais plus laquelle c'est d'ailleurs, la solution officielle. Ah si, je crois que la solution officielle c'est avec --data-dir. Il est pas celui-là. Data-dir. Mais il y en a une plus marrante, on va utiliser celle plus marrante. Donc première chose, c'est on voit que le script donc il utilise derrière, il invoque le nmap original. Donc si je lance le nmap original avec un -h, je vois un peu tout ce qu'il est possible de mettre comme paramètres sur nmap. Et en fait si on regarde, il est là le data-dir d'ailleurs, la solution officielle c'est avec ça. Et donc ce qui est rigolo en fait, bon ça c'est un trick qu'on peut pas découvrir comme ça, hein, c'est présent sur différents forums de hack quoi, mais il y a un trick marrant, c'est que le --script qui est là, et bien si on s'amuse à refaire la même commande que ça ici, mais que je mets un seul tiret et pas deux, donc en théorie selon la doc nmap ça devrait pas passer. Par contre en théorie et en pratique le filtre va pas le bloquer, puisque le filtre du script bloque --script mais pas --script. Et si on fait ça, bim, ça passe, on exécute bien du code pourquoi? Parce que en fait le parsing de nmap fait que même si on met un seul tiret sur --script ça passe. Donc il n'y a plus qu'à faire la même chose mais avec un sudo devant, puisque je rappelle qu'on a le droit de faire le nmap avec un sudo, et là, avec un seul tiret de --script, et ben on devient bien route. Par contre on n'a pas la sortie de ce qu'on tape, donc faut pas se louper. Là par exemple je me suis loupé. Voilà, et là j'affiche avec un cat /route/route.txt le flag route. Donc on a bien les droits route sur cette machine medium. Voilà, donc si on se place d'un point de vue blue team, il aurait fallu mettre à jour le Zabbix, puisque la version en place a une CVE non négligeable utilisable. Et après sur le script, idéalement ne pas autoriser nmap en route, mais s'il y a vraiment besoin d'utiliser nmap en route, on peut éventuellement utiliser le script fourni, mais
dans ce script que j'affiche là. Il faut penser à ajouter, à bloquer aussi l'utilisation de TireScript et l'utilisation de DataDir, et je crois qu'il y a un autre truc encore, une troisième solution qui permettrait de contourner et qu'il faudrait bloquer par le script. Voilà pour ce mois de mars, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.